Bienvenue sur Canal Réel. Nous sommes là pour la programmation Cinéaste en son jardin. Et il s'agit de la séance Robert Huot, qui est à la base un artiste, peintre, entre autres. Et nous allons montrer deux films, l'un tourné dans les années 70, au début des années 70, lorsque Robert Huot se retire à la campagne, qui est Rolls 1971. Qui sera précédé d'un film plus récent qui fait partie de ce qu'on a appelé le Super 8 Diary, qu'il a tourné au fil des années et qui date de 1984, qui est la troisième partie des films tournés en 1984. Je suis avec Arnaud Lefebvre, qui est de la galerie Arnaud Lefebvre, donc, oui. qui est un spécialiste de Robert Huot, qui a eu travaillé à différentes reprises et qui a exposé différentes œuvres au fil des années, j'imagine, et qui a fait une rétrospective, je crois en 2017, de la totalité des Super 8 Diary. Oui. Donc Arnaud, ce que j'avais envie de vous demander tout d'abord, c'est à quel moment vous êtes intéressé au travail de Robert Huot, qu'est-ce qu'il évoquait pour vous à ce moment-là, quel est son travail à l'origine? Alors c'est un peu un fil qui s'est déroulé avec lui par l'intermédiaire d'un artiste que j'avais exposé, le sculpteur Karl André, qui avait bien connu Robert Huot dans les années 60 à New York, à l'époque où il était donc peintre, exclusivement si l'on peut dire. Donc Robert Huot, il est né en 1935, il a commencé sa carrière fin des années 50, début 60, donc en tant que peintre vraiment appartenant au courant minimaliste. Et il s'est rendu compte au fur et à mesure, disons, de son succès et de ses expositions que l'art qu'il produisait devenait, disons, un art qui tournait à la consommation et qui était quelque chose dont son objectif lui échappait. Aussi du fait, bien évidemment, du contexte politique dans lequel il a vécu aux États-Unis, des droits civiques, de la guerre au Vietnam et de son engagement politique personnel. Donc il a souhaité réagir contre cette utilisation commerciale de son travail. Et il a décidé de quitter New York et le contexte artistique et se retirer à la campagne. Et se retirant, il y a aussi ce phénomène en parallèle dans son art, où son art est devenu de plus en plus immatériel, de plus en plus invisible. Et donc le film était presque une façon naturelle d'exprimer cette invisibilité. Et donc le film a commencé chez lui par des œuvres assez minimales en soi, où c'est le matériau même du film qui était exploité. Et très vite, le quotidien, la vie qu'il menait donc est intervenu sous la forme de journaux qu'il a tourné au fur et à mesure du temps. Donc celui qu'on voit est de 1971, c'est pas le premier. Je crois que le premier c'est 70. Et c'est un journal donc tourné en 16 mm, dans lequel il a composé une personne critique qui connaît bien le travail de Robert Huot, Scott McDonald, précise qu'il y a 22 bobines qui ont été utilisées pour tourner ce film. Et ces 22 bobines sont présentées dans un certain ordre au fur et à mesure de la présentation du film. Certaines étant, on voit un travail de montage qui est très important, bien sûr, et avec ce qui est expliqué, traduit, disons, de l'américain comme une imagerie qui est donc des scènes tournées, qui sont des scènes à la fois très personnelles, très intimes, qui sont tournées d'une façon complètement objective, où rien n'est caché, aussi bien de la vie intime que de l'activité qui était une activité à la fois tournée
vers sa vie à la campagne, vers cette expérience de ce que c'est que tout d'un coup de changer complètement de milieu. Et en même temps, lui était à l'époque marié avec une chorégraphe, Twyla Tharp, avec qui ils ont eu un fils. Donc tout ça fait partie du film. On voit de très belles séquences d'entraînement, notamment de Twyla Tharp. Certaines séquences où, bien sûr, c'est le bébé qui est mis en avant avec différentes scènes du quotidien qui on ne peut pas qualifier autrement qu'intime, mais en même temps, cette intimité, elle est filmée d'une façon presque objective. Il n'y a pas de... Je ne sais pas comment dire les choses, pas d'histoire, disons, qui est racontée dedans, pas de récit, voilà, plus exactement. Le film en lui-même est bien sûr une histoire, l'histoire de sa vie. Et l'histoire, peut-être si on peut en parler d'une, c'est plus à l'intérieur du montage qu'elle se situe. Donc un montage qui est composé tout du long. Bon, le film dure 96 minutes, ce qui est relativement long, mais on s'aperçoit, si on regarde le film de bout en bout, qu'on rentre dans une construction, et on rentre dans un espace, plus exactement. Certains montages, par exemple, étant composés d'une seconde. Alors, Scott McDonald fait référence au montage d'Eisenstein par rapport à ça. Bon, ça, je le cite. Et moi, j'ai eu la sensation qu'on rentrait dans une espèce de film à l'intérieur du film à travers ces séquences de montage. Certaines séquences étant très crues, explicitement sexuelles, par exemple. Enfin, on rentre dans le quotidien de ce qui compose le désir d'une personne et de son activité et de son environnement. Oui, du point de vue de la forme, effectivement, il y a un système très précis dans le montage, dont on a l'impression qu'il est presque mathématique, très répétitif, hypnotique presque. Oui. Donc ça, je pense que si on rentre vraiment dedans, je pense on ne lâche plus. En fait, il y a vraiment si on accepte ce système-là, il est très... Je pense que le film devient une sorte d'expérience. Il faut vouloir le regarder en même temps. On n'est pas du tout dans un... On n'est emmené par rien dans le film. On est emmené par des images fortes, mais voilà. Et donc il y a à la fois dans ce film-là la présence forte de la nature, puisqu'il s'est retiré donc à ce moment-là. Mais il y a encore une très grande intériorité, parce que finalement, il fait part, j'ai l'impression, à travers ce film, de ses problèmes personnels, même s'ils sont seulement évoqués. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des problèmes aussi avec l'arrivée du bébé, je ne sais pas, c'est peut-être une interprétation, mais il n'a pas l'air très bien dans sa peau. Et on ressent tout ça, à la fois donc, cette intériorité très forte, puisqu'il filme aussi beaucoup l'intérieur de la maison à ce moment-là, parallèlement à l'extérieur. Et il y a une évolution à un certain moment, j'ai l'impression, avec ces journaux filmés qui sont pour le coup ensuite en Super 8 et non plus en 16 mm, donc qui sont peut-être plus légers à réaliser, quasiment tous les jours. J'ai l'impression qu'il doit filmer un petit peu tous les jours. Et là, à ce moment-là, il sort beaucoup plus de lui-même et de la maison, et c'est beaucoup plus centré sur le jardin, donc le travail du jardin, puisqu'il travaille vraiment dans son jardin. On voit les instruments, le matériel, on le voit travailler dans son jardin de manière très régulière. Et on est passé à autre chose en fait à ce moment-là. J'ai l'impression que son univers s'est modifié. Malaise par rapport au premier film, je ne peux pas tellement juger, mais on sent une tension, en tout cas, ça c'est sûr, une tension de tout ce qui est mis en mouvement entre le fait d'avoir complètement transformé sa vie, le fait d'avoir, disons, une ambition en même temps, puisqu'il y a vraiment l'ambition de réaliser quelque chose artistiquement. Il le dit même... ce qui peut paraître immodeste, mais qu'il a voulu, à travers ses films, essayer de faire quelque chose de... En anglais, c'est grand from du quotidien, enfin donc d'essayer de transformer un ordinaire en quelque chose qui soit d'un autre ordre.
Donc on sent cette tension, je pense, dans le premier film, et aussi tout est tourné en noir et blanc, en dehors de quelques courts extraits qui viennent principalement, je pense, de found footage, qui sont en couleur. Et effectivement, dans la deuxième partie là, que vous avez choisie, on change d'univers. D'abord, on rentre dans la couleur, et la couleur, elle est superbe. Enfin, on est vraiment dans des tableaux. Voilà. Et, on est dans de la peinture, et on est aussi dans l'univers sonore, ce qui n'était pas le cas dans le premier, qui est complètement muet. Donc, dans le deuxième, on est dans une bande-son qui est tirée d'extraits d'enregistrement de sa machine de téléphone, enfin des messages qui ont eu lieu au fur et à mesure du temps. Donc, on est dans deux espaces en même temps qui se rencontrent, hein, qui se côtoient, entre l'image et le son. Et effectivement, il y a quelque chose de beaucoup plus léger. On sent un plaisir de vivre qui effectivement n'apparaît moins dans le premier. Enfin, on n'est pas dans cette préoccupation dans le premier. Et là, on est dans une sorte d'épanouissement, même s'il y a quelques scènes quand même où il y a des petites failles qui rentrent, comme un ami proche de lui, Hollis Frampton, qui est décédé au moment de ce tournage. Voilà. Mais on est complètement d'autre chose, même si on retrouve cette préoccupation du montage, cette préoccupation de séquence et Et la présence de l'art aussi, toujours, parce qu'on le voit fabriquer des costumes qu'il porte à l'écran, enfin des choses qu'il fait avec sa femme de l'époque, je crois. Oui, on les voit s'amuser beaucoup avec leurs œuvres aussi. Oui. J'étais curieux de savoir ce que devenait, ce qu'il devient, sur quoi il travaille depuis. Je pense que vous avez fait une exposition récemment. Alors, on a une expo actuellement. Il a 85 ans actuellement. Il a perdu son épouse, Carole Kinney, qu'on voit dans le premier film, celui de 1984. Qui était artiste et avec lequel il a intensément collaboré, et qui était en même temps sa compagne et sa muse aussi. Et donc actuellement, il y a à la galerie une exposition d'œuvres qu'il a réalisées à partir de photos prises en 2009 et donc d'œuvres faites récemment, où elle, étant décédée depuis, la collaboration s'est concrétisée à partir d'un tableau d'un maître de la Renaissance qui est Hans Baldung, sur la jeune fille et la mort. Donc Huot s'est affublé d'une faux et de fausses dents et s'est incrusté en collaboration, mais dans des œuvres à la taille de tableau, presque humaines, et qui sont très, très beaux, de couleurs, malgré la gravité de la chose, très serein. Donc il y a ce couple qui continue dans le temps, entre l'espace présent et puis l'espace d'au-delà. Très bien. Donc cette expo dure jusqu'à... Alors c'est donc on est en mars, c'est jusqu'à fin avril. Ok. Je n'ai pas la date précise. Donc on peut proposer aux personnes qui auront vu les deux films d'aller creuser un petit peu et découvrir un peu mieux le travail de Robert Huot. En tout cas, on vous souhaite une bonne vision, une bonne projection des films, et à très bientôt pour une autre séance cinéaste dans son jardin. Merci Arnaud. Merci.